La boîte à merveilles. Chapitre 1, Darsh Wafa. Deux éléments déclenchent le récit, la nuit et la solitude. Le poids de la solitude. Le narrateur y songe et part à la recherche de ses origines, l'enfance. Un enfant de 6 ans, qui se distingue des autres enfants qu'il côtoie. Il est fragile, solitaire, rêveur, fasciné par les mondes invisibles. À travers les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant, le lecteur découvre la maison habitée par ses parents et ses nombreux locataires. La visite commence par le rez-de-chaussée habité par une voyante. La maison porte son nom, Darsh Wafa. On fait connaissance avec ses clientes. On assiste à un rituel de musique gnawa, et on passe au premier Ourama, sa fille Zineb et son mari Awad, fabricant de charrues disposées d'une seule pièce. Le deuxième étage est partagé avec Fatma Bziouya. L'enfant lui habite un univers de fables et de mystères, nourri par les récits de Abdelalépissi et les discours de son père sur l'au-delà. L'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort. Il s'ennuie au milieu des femmes, cet espace de vapeur, de rumeurs, et d'agitation était pour lui bel et bien l'enfer. Le chapitre se termine sur une querelle spectaculaire dont les acteurs sont la maman de l'enfant et sa voisine Rama. Chapitre 2, visite d'un sanctuaire. Au Msid, école coranique, l'enfant découvre l'hostilité du monde et la fragilité de son petit corps. Le regard du Efki et les coups de sa baguette de cognacier étaient source de cauchemars et de souffrances. À son retour, il trouve sa mère souffrante. La visite que Lala Aïcha, une ancienne voisine, rend ce mardi à Lala Zoubida, la mère de l'enfant, nous permet de les accompagner au sanctuaire de Sidi Bougaleb. L'enfant pourra boire de l'eau, de sanctuaire et retrouvera sa gaieté et sa force. L'enfant découvre l'univers du mausolée et ses rituels. Oraison, prières et invocations peuplaient la Zaouïa. Le lendemain, le train quotidien reprenait. Le père était le premier à se lever. Il partait tôt à son travail et ne revenait que tard le soir. Les courses du ménage étaient assurées par son commis Driss. La famille depuis un temps ne connaissait plus les difficultés des autres ménages, et jouissait d'un certain confort que les autres jalousaient. Chapitre 3, le repas des mendiants aveugles. Zineb, la fille de Rama est perdue. Une occasion pour Lala Zoubida de se réconcilier avec sa voisine. Tout le voisinage partage le chagrin de Rama. On finit par retrouver la fillette et c'est une occasion à fêter. On organise un grand repas auquel on convie une confrérie de mendiants aveugles. Toutes les voisines participent à la tâche. Darsh Wafa ne retrouve sa quiétude et son rythme que le soir. Chapitre 4, les ennuis de Lala Aïcha. Les premiers jours du printemps sont là. Le narrateur et sa maman rendent visite à Lala Aïcha. Ils passent toute la journée chez cette ancienne voisine. Une journée de potin pour les deux femmes, et de jeux avec les enfants du voisinage pour le narrateur. Le soir, Lala Zoubida fait part à son mari des ennuis du mari d'Alala Aïcha, Moulay Larbi avec son ouvrier, et associé Abdelkader. Ce dernier avait renié ses dettes et même plus avait prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire. Les juges s'étaient prononcés en faveur de Abdelkader. L'enfant, lui, était ailleurs, dans son propre univers, quand ce n'est pas sa boîte et ses objets magiques, c'est le légendaire Abdellah l'épicier et ses histoires. Personnage qu'il connaît à travers les récits rapportés par son père. Récits qui excitèrent son imagination et l'obsédèrent durant toute son enfance. Chapitre 5, l'école coranique. Journée au Msid. Le Efki parle aux enfants de la Choura. Ils ont 15 jours pour préparer la fête du Nouvel An. Ils ont congé pour le reste de la journée. Lala Aïcha, en femme dévouée, se dépouille de ses bijoux et de son mobilier pour venir au secours de son mari. Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, un voisin est mort. On le pleure et on assiste à ses obsèques.
Ces funérailles marquent la vie du voisinage et comptent parmi les événements ayant marqué la vie de l'enfant. Chapitre 6. Préparatifs de la fête. Les préparatifs de la fête vont bon train au MCID. Les enfants constituent des équipes. Les murs sont blanchis à la chaux et le sol frotté à grande eau. L'enfant accompagne sa mère à la kissaria. La fête approchait, et il fallait songer à ses habits pour l'occasion. Il portera un gilet, une chemise et des babouches neuves. De retour à la maison, Rama insiste pour voir les achats faits à la kissaria. Le narrateur est fasciné par son récit des mésaventures de Si Othman, un voisin âgé, époux de Lala Khadija, plus jeune que lui. Chapitre 7. La fête de la Choura. La fête est pour bientôt. Encore 2 jours. Les femmes de la maison ont toutes acheté des tambourins de toutes formes. L'enfant lui a droit à une trompette. L'essai des instruments couvre l'espace d'un bourdonnement sourd. Au MCID, ce sont les dernières touches avant et le grand jour. Les enfants finissent de préparer les lustres. Le lendemain, l'enfant accompagne son père en ville. Ils font le tour des marchands de jouets et ne manqueront pas de passer chez le coiffeur. Chose peu appréciée par l'enfant. Il est là à assister à une saignée et à s'ennuyer des récits du barbier. La rue après est plus belle, plus enchantée. Ce soir-là, la maison baigne dans l'atmosphère des derniers préparatifs. Le jour de la fête, on se réveille tôt, 3 heures du matin. L'enfant est habillé et accompagne son père au MCID célébrer ce jour exceptionnel. Récitation du Coran, chant de cantiques et invocations avant d'aller rejoindre ses parents qui l'attendaient pour le petit déjeuner. Son père l'emmène en ville. À la fin du repas de midi, Lala Aïcha est là. Les 2 femmes passent le reste de la journée à papoter et le soir, quand Lala Aïcha repart chez elle, l'enfant lassé de son tambour et de sa trompette est content de retrouver ses vieux vêtements. Chapitre 8. Les bijoux du malheur. L'ambiance de la fête est loin maintenant et la vie retrouve sa monotonie et sa grisaille. Les premiers jours de chaleur sont là. L'école coranique quitte la salle du MCID. Trop étroite et trop chaude pour s'installer dans un sanctuaire proche. L'enfant se porte bien, et sa mémoire fait des miracles. Son maître est satisfait de ses progrès et son père est gonflé d'orgueil. Lala Zoubida aura enfin les bracelets qu'elle désirait tant. Mais la visite au souk aux bijoux se termine dans un drame. La mère qui rêvait tant de ces bracelets que son mari lui offre, ne songe plus qu'à s'en débarrasser. Ils sont de mauvais augure et causeraient la ruine de la famille. Les ennuis de Lala Aïcha ne sont pas encore finis. Son mari vient de l'abandonner. Il a pris une seconde épouse, la fille de Si Abderrahmane, le coiffeur. Si l'enfant se consacre avec assiduité à ses leçons, il rêve toujours autant. Il s'abandonne dans son univers à lui, il est homme, prince ou roi, il fait des découvertes, et il en veut à mort aux adultes de ne pas le comprendre. Sa santé fragile lui joue des tours. Alors que Lala Aïcha racontait ses malheurs, il eut de violents maux de tête et fut secoué par la fièvre. Sa mère en fut bouleversée. Chapitre 9. Un ménage en difficulté. L'état de santé de l'enfant empire. Lala Zoubida s'occupe de lui nuit et jour. D'autres ennuis l'attendent. Les affaires de son mari vont très mal. Il quitte sa petite famille pour un mois. Il part aux moissons et compte économiser de quoi relancer son atelier. L'attente, la souffrance et la maladie sont au menu de tous les jours. Et marquent le quotidien de la maison. Lala Zoubida et Lala Aïcha, 2 amis frappés par le malheur, décident de consulter un voyant, Sidi Al-Arafi. Chapitre 10. Superstition. Les conseils, prières et bénédictions de Sidi Al-Arafi rassurèrent les 2 femmes. L'enfant est fasciné par le voyant aveugle. Lala Zoubida garde l'enfant à la maison. Ainsi, elle se sent moins seule et sa présence lui fait oublier ses malheurs.
Chaque semaine, ils vont prier sous la coupole d'un saint. Les prédications de Sidi Arafi se réalisent. Un messager venant de la campagne apporte provisions, argent et bonnes nouvelles de Sidi Abdesalam. Lala Aïcha invite Lala Zoubida. Elle lui réserve une surprise. Il semble que son mari reprend le chemin de la maison. Chapitre 11, papotage de bonne femme. Thé et papotage de bonne femme au menu chez Lala Aïcha. Salama, la marieuse, est là. Elle demande pardon aux deux amis pour le mal qu'elle leur a fait. Elle avait arrangé le mariage de Moulay Larbi. Elle explique que ce dernier voulait avoir des enfants. Elle apporte de bonnes nouvelles. Plus rien ne va entre Moulay Larbi et sa jeune épouse et le divorce est pour bientôt. Zor, une voisine, vient prendre part à la conversation. Elle rapporte une scène de ménage. Le flot des potins et des médisances n'en fin pas et l'enfant lui, qui ne comprenait pas le sens de tous les mots est entraîné par la seule musique des syllabes. Chapitre 12, un conte de fées a toujours une chute heureuse. La grande nouvelle est rapportée par Zineb. Mahalem Abslem est de retour. Toute la maison est agitée. Des youyous éclatent sur la terrasse, les voisines font des vœux. L'enfant et sa mère sont heureux. Driss est arrivé à temps annoncer que le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur a été prononcé. La conversation de Driss et la ouad et de Moulay Abdeslem, ponctuée de verres de thé, écrase l'enfant. Il est pris de fatigue mais ne veut point dormir. Il se sent triste et seul. Il tire sa boîte à merveille de dessous son lit, les figures de ses rêves l'y attendaient. Fiche de lecture, la boîte à merveille. Titre, La boîte à merveille. Genre, roman. Auteur, Ahmed Sefrioui. Date de parution, 1954. Édition, Librairie des écoles. Biographie de l'auteur. Ahmed Sefrioui est un écrivain marocain, qui passe pour l'initiateur de la littérature marocaine d'expression française. Il est né à Fès en 1915 de parents amazighes. Il a grandi dans la Médina, d'où la présence prégnante et cet espace dans son œuvre et particulièrement dans la boîte à merveille. Sefrioui fut fondateur du musée Al-Bata à Fès, une ville omniprésente dans la majorité de ses écrits. De l'école coranique aux écoles de Fès, puis arrivé à la langue française, se manifeste tout un parcours qu'on trouve aussi présent dans ses écrits historiques. Jeune journaliste dans L'Action du peuple, puis conservateur dans le musée, à Doha, à Fès, en citant des fonctions publiques à partir de 1938 au ministère de la Culture, de l'Éducation nationale et du Tourisme à Rabat. Il est mort en 25 février 2004. Ses œuvres. Le chapelet d'ambre, 1949. La boîte à merveille, 1954. La maison de servitude, 1973. Le jardin des sortilèges ou le parfum des légendes, 1989. Le schéma narratif. État initial. L'auteur-narrateur personnage vit avec ses parents. Rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit. L'ampleur de cette étape traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant. D'ailleurs, il est plongé dans un monde merveilleux. Élément perturbateur. Ce qui trouble cette félicité, c'est la ruine du père qui a perdu son capital, l'argent qu'il portait sur lui est tombé quelque part dans un souk. Péripétie, le voyage du père à la campagne, où il exerce un travail pénible afin de pouvoir ramasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Le congé accordé au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse. La tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants. Dénouement, le retour du père. Situation finale, le retour de l'équilibre, le bonheur. La réouverture par le petit de sa boîte à merveille. Les personnages principaux. C'est l'auteur-narrateur personnage.
Il est le fils de Lala Zoubida et de Sidi Abdeslam. Il s'appelle Sidi Mohamed. Âgé de 6 ans, il se sent seul bien qu'il aille au Msid. Il a un penchant pour le rêve. C'est un Fassi d'origine montagnarde qui aime beaucoup sa boîte à merveilles, contenant des objets mêlés. Il souffre de fréquentes diarrhées. La boîte à merveilles, le véritable ami du narrateur. Elle contenait des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés. Des boutons sans décor, un cabochon, bouchon en verre ou en cristal. De forme arrondie, de verre à facettes offerts par Rama et une chaînette de cuivre rongée de verre de gris offerte par Lala Zoubida et volée par le chat de Zineb. Lala Zoubida, la mère du narrateur. Une femme qui prétend être la descendante du prophète et sans vante, sans flatte. Elle croit aux superstitions. Ses yeux reflètent une âme d'enfant, elle a un teint d'ivoire, une bouche généreuse et un nez court. Elle n'est pas coquette. Âgée de 22 ans, elle se comporte comme une femme vieille. Sidi Abdeslam, le père du narrateur, homme d'origine montagnarde. Il s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal situé à une 50 de kilomètres de la ville. Il exerce le métier de tisserand, fabriquant des tissus, grâce à ce métier, il vit à l'aise. Homme fort et de haute taille. Un homme barbu que le fils trouve beau. Il a la quarantaine. La Chouafa, voyante, c'est la principale locataire de Dar Chouafa et on l'appelle Tante Kanza. Driss El Awad, c'est un fabricant de charrues. Il est époux de Rama. Il a une fille âgée de 7 ans qui s'appelle Zineb. Fatma Bziouya, elle partage avec la famille du narrateur le 2e étage, son mari Alal est jardinier. Abdelé, il est épicier. Le narrateur lui attribue toutes les histoires merveilleuses qu'il a eu l'occasion d'entendre. Le Efki du Msid, maître de l'école coranique. Il somnole pendant que les écoliers récitent les versets du Coran. Il distribue des coups de baguette au hasard. Il est un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient des flammes de colère et qui habitait rue Giaf. Lala Aïcha, une ancienne voisine de Lala Zoubida, c'est une shérifa qui a su rester digne malgré les déceptions du sort, et dont la connaissance flattait l'orgueil de Lala Zoubida. Driss le teigneux, fidèle serviteur de Sidi Abdeslam, il garnissait, remplissait, les canettes et faisait les commissions. Moulay Larbi Alaoui, c'est le mari de Lala Aïcha. Il est babouchier. Il s'est disputé avec son associé Abdelkader. Ce dernier, non content de ne pas restituer 80 rials prêtés par Moulay Larbi, prétend avoir versé la moitié du capital de l'affaire de Moulay Larbi. En tranchant dans ce litige, les experts se sont prononcés en faveur de Abdelkader Abdambi. Une mauvaise langue qui affirme avoir vu Abdallah entrer dans un vulgaire fondouk. Labib, il raconte avoir vu disparaître Abdellah dans une zaouïa.